Bienvenidos a ENJ-TV. Soy Ana Irene Vidal. Estoy en compañía del catedrático Michel Grimaldi, quien nos acompaña como profesor de Derecho Civil y de la Ley de Garantías de la prestigiosa Universidad Panthéon-Assas, París II, quien nos ha hecho el honor de visitarnos por primera vez en República Dominicana para impartir varias conferencias sobre el tema de la reforma del Código Civil francés y hoy precisamente una conferencia sobre la constitucionalización del derecho civil. El profesor Grimaldi es internacionalmente reconocido, presidente de honor de la Asociación Henri Capitan, y presidente del Comité Científico de la Fundación para el Derecho Continental. Ha participado en varias reformas del Código Civil en Francia y en diferentes partes del mundo, América Latina, Asia y África. Estaremos realizando esta entrevista en francés con traducción en español. Profesor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Bonjour, bienvenue, professeur. Je vous donne la bienvenue ici à l'École nationale de la judicatura. Comment vous avez passé cette matinée? Fort bien, puisque nous avons eu des échanges passionnants sur la constitutionnalisation du droit privé et du droit civil en particulier, et sur la façon dont elle se réalise dans nos différents pays. Él ha pasado una formidable mañana en compañía de los alumnos de la escuela y han realizado una conferencia sobre la constitucionalización del derecho civil, realizando preguntas muy interesantes para este intercambio. Profesor, ahora entrando en materia para esta entrevista, ¿por qué no nos habla un poco sobre el espíritu de la reforma del derecho civil francés en el contrato, en materia de contratos? Parlez-nous de l'esprit de la réforme du droit français du contrat. Quel a été cet esprit? Qu'est-ce que les législateurs français et les codificateurs ont voulu faire à travers cette réforme du droit des contrats? L'esprit de la réforme du droit français des contrats, qui a été réalisée en 2016, cet esprit procède en gros de trois idées. La première de ces idées, c'est l'idée de liberté. La liberté était certes un principe déjà inscrit dans le Code civil de 1804, mais elle se trouve affirmée avec une clarté particulière dans la réforme et dans sa triple dimension, qui est la liberté de contracter ou de ne pas contracter, la liberté de choisir son co-contractant, et puis enfin la liberté de définir le contenu de son contrat. Et cette liberté est si fortement proclamée que lors des débats parlementaires, lorsqu'il fut question d'introduire une règle suivant laquelle les dispositions régissant les contrats peuvent être écartées par les volontés privées, cela a été jugé inutile, cela va de soi, dit-on. Ok, primero que todo, se trató de combinar tres ideas con una visión específica del contrato. La primera idea es la idea de libertad. Es una libertad contractual como principio que se encuentra previsto en el Código desde 1804. La reforma de 2016 prevalece esta idea de libertad con una triple dimensión. La libertad de contratar o de no contratar, la libertad de escoger a su contratante y la libertad de determinar el contenido y la forma del contrato. Ahora bien, esta libertad fue también objeto de varios debates cuando fue discutida y se subrayaba que en la ley de ratificación que debía haber un rechazo a una propuesta de un artículo que establecía que salvo prueba en contrario las reglas que regulan el contrato eran supletorias. Pero eso es así y se llegó a afirmar a ese punto, pero se consideró que esto debía prevalecer, que debía continuar estableciéndose ese principio, subrayando el principio de libertad. Alors, la seconde idée est l'idée de sécurité juridique, qui est au fond une exigence de notre temps que rappellent souvent les plus hautes juridictions françaises, Conseil constitutionnel, Conseil d'État ou Cour de cassation. Et l'une des illustrations les plus marquantes en est la consécration dans la réforme
de ce que l'on appelle les actions interrogatoires. Ce sont des actions qui permettent de mettre fin à une incertitude qui plane sur le contrat. Supposons par exemple qu'une partie traite avec un mandataire. Cette partie s'interroge, a des doutes sur l'étendue des pouvoirs du mandataire avec lequel elle va contracter. Eh bien, elle peut interroger son co-contractant sur l'étendue des pouvoirs de ce mandataire. Et si son co-contractant ne répond pas dans un certain délai, eh bien, son représentant est réputé agir dans la limite de ses pouvoirs. Voilà une action qui permet de lever l'incertitude qui planait sur le contrat, sur sa validité même. La segunda idea es la idea de la seguridad. Es una exigencia de nuestros tiempos y que está expresada y ha sido expresada por las más altas jurisdicciones, como el Consejo Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte de Casación. Uno de los ejemplos más destacados es la creación de las acciones interrogatorias. Pongamos un ejemplo. Las acciones interrogatorias permiten poner fin a las incertidumbres. El ejemplo que nos da el profesor Grimaldi es cuando una parte duda, cuando una parte que ha otorgado un mandato duda sobre el alcance de los poderes de su mandatario, el cual está listo para contratar, pero no sabemos exactamente, hay una incertidumbre sobre el alcance de ese contrato. Entonces, el contratante puede preguntarle a la otra parte dentro de un cierto lapso de tiempo que tiene para responder, y si esta otra parte no responde, entonces se presunta que su representante va a actuar dentro de los límites de las atribuciones que estaban establecidas. Entonces, esta acción permite en cierta manera disipar la incertidumbre y ayuda à conformer la validez del contrato. Alors la troisième idée, enfin, qui est une idée morale en quelque sorte, est l'idée de loyauté. Idée de loyauté qui était déjà très présente dans la jurisprudence française de ces dernières décennies, mais qui apparaît en plein éclat dans la Réforme. C'est ainsi que les nouveaux textes consacrent un devoir général de bonne foi dans la négociation, dans la conclusion et dans l'exécution du contrat. Et le texte ajoute que ce devoir de bonne foi est d'ordre public, ce qui condamne toute clause contraire à la bonne foi. De même, la réforme institue une obligation générale d'information dans la phase de négociation contractuelle. Chacun doit indiquer à l'autre les éléments qui seront essentiels de son consentement. Et puis enfin, la réforme consacre ou utilise des standards comme le raisonnable, l'excessif, le dérisoire, le déséquilibré et la bonne foi, autant de standards qui sont chargés moralement et qui sont irrigués par l'idée de loyauté. Entonces, el tercer elemento sería la lealtad, que se encuentra presente en esta reforma, pero que proviene de la jurisprudencia de las últimas décadas. De esta manera, los nuevos artículos van a consagrar el deber general de buena fe en la negociación, pero no solamente en la negociación, sino durante toda la vida del contrato, durante la formación, durante la ejecución, y particularmente este deber se encuentra materializado por el deber de información dentro de la fase de negociaciones precontractuales. Es así como los términos que implican consideraciones morales como razonable, equilibrado, excesivo, oneroso, pírrico, ilusorio, desequilibrado, se encuentran amparados en este término de lealtad. Pero esto va más allá porque esta lealtad es de orden público y según nos indica el profesor Grimaldi, hay una condena a todas las cláusulas que puedan ser contrarias a la buena fe. Así que este término de buena fe, de lealtad, abarca unas disposiciones muy numerosas, pero bien importantes en toda la vida del contrato. Ahora bien, profesor,
Aquí en República Dominicana estamos en un proceso de reforma del Código Civil de 1884, desde hace varias décadas también. Quisiéramos que nos explicara por qué Francia escogió realizar una reforma por bloques y no una reforma integral del Código Civil. Monsieur Grimaldi, ici en République dominicaine, on est dans un processus de réforme du Code civil depuis plusieurs décennies aussi. On voudrait que vous nous expliquiez pourquoi la France a fait le choix d'une réforme par bloc et non pas d'une réforme dans l'intégralité du Code. Je crois que le constat duquel il faut partir est que la réforme d'un Code civil est une entreprise extrêmement difficile. C'est une entreprise difficile d'abord en la forme. Refaire un Code civil, c'est mettre en ordre le droit civil. Un droit civil qui, généralement, au moment où on recodifie, n'est plus seulement dans le Code, mais aussi dans des lois éparses, extérieures au Code, ou encore dans des jurisprudences diverses. Il y a donc une œuvre formelle qui est difficile. Il faut prendre le droit existant et le rendre accessible matériellement et intellectuellement. Et puis, c'est aussi une œuvre qui est difficile sur le fond, car le moment de la codification est aussi le moment où, en formulant les règles, on prend conscience des valeurs qui sont en présence et de l'équilibre qu'il faut réaliser entre elles. Si l'on réforme le Code civil sur le mariage, comment ne pas penser à l'union libre? Comment ne pas penser aux partenariats enregistrés? Si l'on réforme les contrats, comment ne pas penser au respect de la parole donnée, mais aussi à l'efficience économique? Et si on réforme les sûretés, comment ne pas penser à la protection du créancier et à la protection du débiteur? La reforma es una empresa difícil. Eso es una constante en todos los países. Reformar significa poner en orden un código que tiene que estudiar no solo las leyes existentes, sino leyes esparcidas y además las decisiones que vienen de la jurisprudencia. Es una obra formal que va a tomar lo existente, lo acumulable, lo material. Es una obra también de inteligencia. Hay que tomar los valores y hay que hacer un equilibrio entre esos valores. Por ejemplo, en el matrimonio se va a estudiar la unión libre y el matrimonio contractual y los pactos. En el derecho económico de los contratos hay que ver la eficiencia económica, pero también hay que respetar la justicia social. Y por ejemplo, en materias de garantías, también hay que ver qué protección tiene el acreedor, pero qué protección también tiene el deudor frente a su acreedor. Pero profesor Grimaldi, ¿por qué hacer una reforma por bloques? Précisément, en raison de ces difficultés, il a paru que l'on ne parviendrait pas dans un délai raisonnable à réécrire tout le Code civil en une seule fois. On y avait pensé un temps avant-guerre et l'entreprise s'est enlisée et elle n'a pas abouti. Donc, qu'a-t-on décidé à partir des années 1960? C'est de faire les choses, si je puis dire, par morceaux. On a donc commencé par le droit de la famille, puis on a poursuivi avec le droit des sûretés, puis avec le droit des contrats, et puis enfin, dans les mois qui vont venir, avec le droit de la responsabilité civile. Efectivamente, es por esa razón de ser una empresa tan difícil de conciliar filosofía y orden material que después de las guerras mundiales surge esta decisión de reformar, pero que se dan cuenta que es muy difícil. Entonces, a partir de 1960 surgen comisiones en Francia para legislar por bloques. Primero se reforma el derecho de familia, posteriormente se va a reformar el derecho de las garantías, recientemente
se acaba la reforma de los derechos de obligaciones y contratos y actualmente estamos en la reforma del derecho de responsabilidad civil, contractual y delictual. Ha sido un honor y un verdadero placer que nos haya acompañado estos días, profesor Grimaldi. Muchísimas gracias. Merci a vous. Gracias.